Bravo et bienvenue pour cette nouvelle session, cette dernière session de la saison, donc avant les vacances. Et de quoi on a parlé alors la dernière fois? On a parlé des divisions tripartites Oui, très et bien. des quatre types d'objets. Oui, aussi, très bien. Et quoi d'autre? Euh, des phénomènes spécifiquement caractérisés, Voilà, oui, un exactement. petit peu sur la définition. Très bien. Wow, c'est super, on a vu ça en effet. Donc on était entré dans cette division, dans cette présentation des divisions tripartites. Et puis il y a forcément besoin de comprendre les objets, donc on les a vus. Et donc après, bien sûr, c'est une présentation assez générale. Il peut y avoir des nuances qui peuvent être apportées, mais pour l'instant, c'est encore assez général. Et on a vu les spécifiquement caractérisés et les généralement caractérisés. Ouais, ouais, ça vous parle. Donc Hein. les spécifiquement caractérisés, c'est les impermanents. Ouais. Et les généralement caractérisés, ce sont les Permanent. Permanent. permanents. Ok. Très bien, bravo. Voilà, vous suivez, c'est parfait. Ok. Et donc, en effet, on avait vu que les spécifiquement caractérisés, donc les impermanents, sont les objets apparents des perceptions directes. Oui. Oui. Et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Ok. Mais bien sûr qu'après, on peut, si on ne spécifie pas objet apparent, on peut, je pense que ce soir, justement pour les débats, j'insisterai un peu plus sur ces questions-là. On fera des révisions, tout ça aussi. Et donc, si c'est impermanent, c'est en effet l'objet apparent d'une perception directe, mais ça peut être aussi l'objet d'une conscience conceptuelle. Vous êtes d'accord? Ah oui, oui, oui. Mhm. Ok. Ça peut Mm. être l'objet d'une conscience conceptuelle parce qu'on peut penser à une table. Oui. Ouais, donc dans ce cas-là, ce sera l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Ouais, Mm. ce sera pas son objet apparent. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok, bravo. Je regarde si les sourcils sont froncés ou pas. Ok. Ok. Et donc, jusqu'où on avait été? C'était la page 55 toujours, je crois, hein. C'est ça, oui. Et donc, est-ce qu'on avait été jusqu'en bas de la page ou pas? Alors, où est-ce qu'on avait Bon, au été? cas où, on va y revenir. C'est juste le dernier passage pour le système Sautrantika. Toutes les qualités qui viennent à l'existence demeurent et périssent avec la chose, ouais, comme sa forme, sa couleur, son impermanence, le fait d'être un phénomène produit, etc., apparaissent à toute perception directe qui appréhende cette chose. Ouais, mais en fait, il y a des nuances qui peuvent être apportées. C'est-à-dire que, par exemple, la partie arrière de la table, quand je regarde la partie avant de la table, cette partie arrière, comme c'est mentionné dans le texte, elle vient à l'existence, elle demeure et elle cesse avec la table. Ouais. Mais je ne la vois pas quand je regarde la partie avant. Ça veut dire qu'il y a quand même des nuances qui vont être apportées dans l'épistémologie bouddhiste. Ils vont dire il y a ce qui est une substance simultanée en termes de localisation, en termes de temps et en termes de nature. Ouais. Donc c'est là où on pourra avoir des nuances quand on entrera dans le vif du sujet. Mais là, simplement, c'est juste pour dire qu'en effet, toutes les parties de la table, par exemple, une particule infinitésimale de la table apparaît est produite en même temps que la table en tant que partie de la table, on pourrait dire. Elle demeure avec la table et elle se désagrège quand la table se désagrège. Elle se désolidarise par rapport à la table quand la table est détruite, brûlée, etc. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'en effet, on réalise tout. Ça veut dire que ça apparaît, en effet. Par exemple, l'impermanence de la table apparaît, parce qu'elle est une même substance simultanée avec la table. Elle apparaît, mais elle n'est pas réalisée. Ouais, parce que c'est inattentif dans ce cas-là, c'est une condition inattentive. Et donc, c'est ce que dit le texte. Et bien qu'une perception directe ordinaire soit dans la capacité de les noter toutes, une perception yogique peut les voir et les établir. Ouais, une perception yogique directe de la table verra aussi son impermanence. Ouais, verra ses particules infinitésimales, etc., etc. Ouais. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit Lord Champ Tongine
Non, il dit pour les sages, donc les Aryas, les sages, la conscience des Aryas, rien qu'en voyant l'objet, réalise tous les aspects de l'objet. Ouais. Donc ça veut dire que la perception yogique directe ne peut pas être inattentive. Elle ne peut pas être inattentive au regard de l'impermanence de la table. Nous, pour notre conscience visuelle, c'est inattentif. Notre conscience visuelle ne réalise pas la table quand on voit la table. Ouais. Mais le yogi, l'Arya, qui a une perception yogique directe de la table, va réaliser l'impermanence de la table directement. Ouais. Parce que justement, comme dit Achala Dharmakirti, il réalise tous les aspects. Donc tous les aspects impermanents de la table, bien sûr, pas les aspects permanents. Il ne réalise pas nécessairement directement le non-soi de la table. Ouais. Ok, très bien, très bien. Maintenant, c'est à la page 56. Ouais. Ok. Puisque la clarté perceptuelle de l'objet est bien plus grande dans le cas des perceptions directes que dans le cas des cognitions conceptuelles, il est dit des premières qu'elles ont une claire apparence, ouais, une apparence claire. Ouais. Donc en sanskrit, il y a une petite erreur, là c'est sputaba, ouais, c'est pas très grave, c'est juste un A long. Ok, c'est pas très grave. Et selnam en tibétain. Très bien, donc une claire apparence ou une apparence claire, comme vous voulez, de leur objet, à l'inverse des secondes. Donc c'est ça qui est important, c'est quand on dit l'apparence claire, ça veut dire que c'est non conceptuel. Quand on a une conscience qui a l'apparence claire d'un impermanent, c'est une conscience non conceptuelle. Ouais, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité de sens. Ça veut dire ça, quand on dit l'apparence claire, ça veut dire que c'est clair par rapport à une généralité de sens. Il n'y a pas la généralité de sens. C'est non conceptuel nécessairement. Très bien. Et donc, le troisième terme de la division tripartite, c'est là où justement il y a l'apparence claire d'un non-existant. C'est pour ça qu'il y a cette mention ici. Ouais, le troisième terme de la division tripartite, la conscience non conceptuelle erronée, est aussi dite avoir une claire apparence, puisqu'elle perçoit son objet sans l'intermédiaire d'une image mentale. Ouais. Et donc, c'est parce que dans la division tripartite, on l'avait vu, c'était, alors attends qu'on regarde, voilà, la 3. La conscience non conceptuelle erronée qui a pour objet d'appréhension la claire apparence d'un non-existant. Ouais, c'était comme ça qu'il fallait le traduire. La claire apparence d'un non-existant, exactement. Ok. Et donc, mais ce qui lui apparaît est un non-existant. Donc on pourrait dire que là, il faudrait le reformuler, parce que même Elisabeth Napper le formule comme ça en anglais. Est-ce qu'on peut dire qu'un non-existant effectue l'acte d'apparaître? Ah bah non. Non, exactement, parce qu'il n'existe pas, il ne peut pas être l'agent d'un acte. Ouais. Donc c'est une formulation un peu, on pourrait, en débat, c'est difficile à soutenir, mais parfois c'est juste une formulation un peu, comment dire, relax. C'est-à-dire que ça ne tiendrait pas en débat, mais c'est juste pour expliquer. Ouais. Ok. Donc, mais ce qui lui apparaît, donc c'est l'apparence d'un non-existant, ouais. Au lieu d'un phénomène spécifiquement caractérisé, parce que un phénomène spécifiquement caractérisé, est-ce que ça peut être un non-existant? Ah bah non. Non, Non, parce que c'est un impermanent. c'est un impermanent, C'est un exactement. impermanent. Oui, exactement. Et un impermanent doit nécessairement exister. Bravo, waouh, c'est super. Très bien. On peut par exemple percevoir des cimes enneigées bleues. Mais des cimes enneigées bleues n'existent pas. Ouais, ça veut dire que la neige n'est pas bleue, en tout cas sur la planète Terre. Donc si on voit la neige bleue, c'est qu'il y a quelque chose qui est distordu de ce point de vue-là. Donc une telle cognition est erronée en ce qu'il y a l'apparence d'un non-existant. Voilà, il y a encore marqué un non-existant apparaît clairement. Ouais, mais en fait c'est l'apparence d'un non-existant. Et donc, c'est-à-dire qu'on perçoit ce qui n'existe pas. Ouais, ok, très bien. Et donc, il y a la division bipartite. Là, si on a passé la grande vague des divisions tripartites, les divisions bipartites vont être assez simples. Hein. Ça va être assez simple. OK. Donc, il y a plusieurs divisions bipartites dans ce texte-là. Dans le texte de Yongzin Purbuchok, il y en a 2 ou 3 seulement. Mais là, il y en a 6. Et dans un texte de Panchen Sonadjapa, c'est pareil, il y en aura 6. OK. Donc, de nombreuses divisions bipartites de l'Auric sont envisagées, dont 6 sont abordées dans ce texte, chacune abordant la conscience sous des angles légèrement différents. Ouais, c'est juste des façons d'aborder la conscience avec différentes perspectives, tout simplement.
Donc, on a les cognitions valides et les cognitions non valides. Ouais, donc ici, il y a marqué avéré, mais en général, c'est cognition valide qui est choisi en français. Très bien. Donc, la définition d'une cognition valide, c'est quoi? C'est facile, c'est marqué juste après. Nouvelle et infaillible. Voilà. Et une cognition nouvelle et infaillible. C'est tout simple. Ok. Ok, donc là, il y a une note par rapport à ce que veut dire cognition valide en français, etc. Ok. Donc c'est juste pour, parce qu'en anglais, ils disent prime cognition ou prime cognizer. Ouais. Donc, ok. Tout simplement parce que prime, ça veut dire comme premier ministre. Le premier ministre, c'est le ministre principal. Ouais. Et donc, c'est pas nécessairement le premier qui a été mis en place par le gouvernement. C'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement le premier. Ça pourrait être, pourquoi pas. Mais c'est surtout le principal. Ouais, c'est pourquoi on parle de premier ministre. Ben là, pour la prime cognition, ça va être similaire. Ça veut dire qu'elle est principale et elle est surtout première. Ouais, chez les Sautrantika. Pour les Prasangika, c'est principal, ouais, comme vous le savez. Le préfixe de pramana, pra, ça peut être interprété comme étant pratama en sanskrit, donc ça veut dire premier, soit pradhana, donc principal. Donc c'est pourquoi les Sautrantika et les Prasangika ne sont pas d'accord sur le sens de cognition valide. C'est tout simplement ça. Donc ça c'est la note qui est assez longue d'ailleurs, hein. Ouais. Ok, et à un moment donné, il y a marqué justement la fin de la note à la page 57 par rapport au Neyayika, ouais, l'école hindoue Neyayika du IIIe siècle, etc. Et donc pour cette école, en fait, c'est surtout les moyens de cognition valide c'est la traduction de pramana pour eux. C'est moyens de cognition valide. Ouais. Ça veut dire que les sens, les conceptions, etc., sont un petit peu comme les ambassadeurs du soi. Le soi envoie un petit peu comme des déités, comme des messagers qui vont aller rapporter les informations au soi. Donc c'est pourquoi pour les non-bouddhistes en général, on dit plutôt moyen de cognition valide. C'est ça qui fait la différence. Alors que chez les bouddhistes, c'est juste cognition valide. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Donc on avait dit, c'était quoi la définition d'une cognition valide? Cognition nouvelle et infaillible. Oui, cognition nouvelle et infaillible, bravo, comme un mantra, paf, paf, paf. 7. Infaillibilité qualifie les trois premiers membres de la division septuple qui sont, Bah, direct. oui, perception directe, c'est marqué juste après. Voilà. Cognition Inférentielle, inférentielle subséquente. et cognition subséquente. Ok, donc l'infaillibilité. Ouais, l'infaillibilité, ça veut dire quoi pour une cognition d'être infaillible? Qu'est-ce que ça vous évoque? Elle ne se trompe pas. Oui. Elle ne se trompe pas du Sur son tout objet. ou par rapport à son objet, par rapport à quel objet? Bah, pour l'inférentiel, ça peut être un raisonnement, et pour le direct, c'est. Et une inférentielle se trompe d'une certaine manière, non? Elle se trompe par rapport à son objet apparent, non? Parce qu'elle est conceptuelle. Oui, 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 Ouais. toujours. Par contre, l'inférentielle ne doit pas se tromper sur son objet d'engagement, sur son objet conçu. Ouais. D'accord. Sinon, elle ne pourrait pas être inférentielle. Ouais. Elle serait une cognition fausse conceptuelle. Ouais. Donc, en effet, euh, il peut y avoir une cognition valide ou une cognition même qui réalise son objet qui peut tout à fait être erronée. Oui. Ouais, souvenez-vous que erroné, ça veut dire une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet Ah, apparent. Ouais. Donc ça veut dire que les perceptions directes peuvent réaliser leurs objets, mais sont nécessairement non erronées. Ouais, parce que c'est dans la définition d'une perception directe. Ouais, une cognition libre de conceptualisation est non erronée. Les cognitions subséquentes elles doivent réaliser leurs objets, mais elles peuvent être erronées. Ouais. Par exemple, un souvenir. Un souvenir, c'est une cognition subséquente conceptuelle. Ouais. Si elle est conceptuelle, elle est erronée. Ouais. Mais elle réalise son objet, puisque c'est une cognition subséquente. Ouais, une cognition subséquente, c'est une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Très bien. Et une cognition inférentielle, elle est nécessairement erronée, elle, par contre. oui, Ouais. oui. Mais elle doit réaliser son objet. Elle Ouais. réalise son objet. Voilà, exactement. Très bien. Donc, infaillible, c'est ça que ça veut dire. Avisamvadi en sanskrit ou milhua en tibétain. C'est la caractéristique principale d'une cognition valide. Ouais, c'est ce que dit
Acharya Dharmakirti dit Sema lume chenjeva dunje nubar nepani, etc., etc. Il dit une cognition valide est une cognition infaillible. Infaillible, ouais. Elle a la capacité d'engendrer des effets. Ça veut dire que pour les épistémologues bouddhistes au début, les cognitions valides se rapportent surtout aux objets qu'on peut utiliser dans la vie, par rapport à la pratique aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on sera plus heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on sera plus heureux? Est-ce qu'il faut avoir une bonne éthique? Est-ce qu'il faut développer la compassion? Ou au contraire, on sera plus heureux en étant égocentrique, en étant oublieux du sort des êtres, etc., etc. Ouais, donc la cognition valide, à ce titre-là, elle doit certifier des impermanents, ouais, des choses impermanentes, et utiliser ces choses impermanentes pour obtenir des effets dans le monde, dans la vie, au cours des renaissances, etc. Donc c'est pourquoi Acharya Dharmakirti dit Dunjenu par Nepani. Ça veut dire que la cognition valide est infaillible et c'est au regard surtout des impermanents. C'est surtout ça qui compte. Ouais, c'est surtout avec ça qu'on traite au cours d'une journée. Ouais, les objets sensoriels, les personnes, les situations, tout ça est impermanent. Ouais. Ok. Et donc l'infaillibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il tranche les surimpositions. Ouais, ça veut dire trancher les surimpositions. Ça veut dire obtenir l'objet identifié. Ça veut dire atteindre un objet identifié. Ouais, la conscience doit certifier son objet. C'est ça que veut dire réaliser. Réaliser, certifier, comprendre, c'est équivalent. Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, bravo. Très bien. Donc c'est ça que veut dire infaillible. Donc ça veut dire que est-ce que une conscience qui est infaillible est nécessairement valide? Bah oui. Ah oui. Euh, C'est-à-dire, on pense toujours aux inférentiels qui sont erronés. Oui, tout à fait. Mais là, par rapport à l'infaillibilité, est-ce qu'une conscience qui est infaillible, donc qui réalise son objet, est nécessairement valide? Moi, je dirais oui. Ok, donc ça veut dire que la définition ici d'une cognition valide, ce serait simplement une cognition infaillible. Ce ne serait pas une cognition nouvelle et infaillible? Ah oui. Eh oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Par Nouvelle. exemple, une Mm. cognition subséquente réalise son objet. Une Hmm. cognition subséquente, elle réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc elle est infaillible au regard de son objet. Mais est-ce qu'elle est nouvelle? Mais non, Non. Donc elle n'est pas valide. d'accord. Ouais. Ouais. Donc si une cognition réalise son objet, elle n'est pas nécessairement une cognition valide. Ouais, par exemple, la cognition subséquente. Par contre, l'inverse est vrai. Si on a une cognition valide, elle réalise nécessairement son objet. Ouais, parce qu'elle le réalise nouvellement. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo. Voilà, c'est super. Très bien. Et donc, c'est ce qui est marqué ici. Voilà. Mais aucune cognition subséquente et seulement certaines perceptions directes et cognitions inférentielles répondent à la deuxième partie de la définition d'une cognition avérée ou une cognition valide, la nouveauté. Ouais, donc on va décrypter ça. Aucune cognition subséquente n'est nouvelle, vous êtes d'accord? Parce qu'elle Oui. réalise ce qui a déjà été réalisé. Très bien. Donc aucune cognition subséquente ne répond à la deuxième partie de cette définition, une cognition valide, la nouveauté. Et seulement certaines perceptions directes et cognitions inférentielles répondent à la fois à la nouveauté et à l'infaillibilité. Ouais, ça veut dire que une cognition inférentielle, euh, pour ici le texte qu'on a, n'est pas nécessairement valide. Ouais, pour Yonzin Purbuchok, elle est nécessairement valide. Ouais, c'est ce que dit la note 2 ici sur cette page-là. C'est-à-dire que pour Purbuchok, la définition d'une cognition inférentielle, c'est une cognition conceptuelle nouvelle et infaillible qui est directement produite en dépendance de son support, une raison valide. Ouais. Elle doit être nouvelle et infaillible, une cognition inférentielle pour le Yonzin Purbuchok. Mais pour beaucoup d'autres textes, comme celui qu'on étudie là, une cognition inférentielle n'est pas nécessairement valide. Elle peut être subséquente aussi. Ouais, ça veut dire qu'on peut inférer l'impermanence du son en certifiant sa production. On va dire le son est impermanent car elle est produit. Ok, au premier moment, on a une cognition inférentielle valide. Ouais, parce qu'elle réalise nouvellement l'impermanence du son. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Et si on médite à nouveau là-dessus et qu'on reste sur cette compréhension, le son est impermanent car il est produit, on reste sur cette cognition-là. À ce moment-là, les moments 2, 3, etc. restent des cognitions inférentielles, mais subséquentes. Ouais.
Les moments 2, 3, 4, etc. réalisent ce que le premier moment a nouvellement réalisé. Donc, les moments subséquents sont des cognitions subséquentes, en effet. Donc, ce sont des cognitions inférentielles subséquentes, mais ne sont plus des cognitions inférentielles valides. Ouais, D'accord. parce qu'elles ne sont plus nouvelles. D'accord. Ouais. Ok. Pour Yongzin Polbouchok, si c'est une cognition inférentielle, c'est nécessairement une cognition inférentielle valide. Ça veut dire que pour Yongzin Polbouchok, les moments 2, 3, 4, etc. ne seront plus appelés des inférences, seront appelés des cognitions subséquentes conceptuelles. D'accord. Ouais, ce sera plus des inférences, parce que pour Yongzin Polbouchok, une inférence est une inférence valide, nécessairement. C'est dans sa définition. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que ça vous parle ou est-ce qu'il faut triturer un petit peu le truc? Ok. Ok, mais de toute façon, on y reviendra parce que là, c'est qu'une présentation très. C'est les antipasti, ouais. Ok. Très bien. Et donc, la phrase ici, la dernière phrase de ce passage est intéressante. Donc, je vais relire cette phrase, l'avant-dernière. Mais aucune condition subséquente, seulement certaines perceptions directes et certaines cognitions inférentielles répondent à la deuxième partie de la définition d'une cognition valide, la nouveauté. Ouais. Ok, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Car seul le premier moment du continuum de conscience appréhendant un objet est considéré comme nouveau. Ouais. Seul le premier moment. Donc, ce n'est pas nécessairement un moment infinitésimal, parce que là, ça poserait question. Si on disait que le premier moment d'une cognition valide est un moment infinitésimal, est-ce que pour les êtres ordinaires, ce serait valide? Non. Pourquoi, Sabine? Parce qu'on est incapable de voir. C'est tellement petit que c'est en fait ce qu'on voit, c'est un ensemble de moments en fait. Oui, exactement. C'est une tâche, tu avais dit. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'un moment infinitésimal est trop bref pour pouvoir être certifié. Beaucoup trop bref pour nous, être ordinaires. Ouais, pour les arias, ok, ils peuvent le percevoir, mais pour nous, c'est trop bref, c'est trop rapide. Et donc, c'est pourquoi si on disait que le premier moment d'une cognition nouvelle et infaillible était un moment infinitésimal, il n'y aurait aucune cognition valide pour les êtres ordinaires, puisque c'est trop bref pour pouvoir être certifié. Ouais, donc, ce serait nécessairement une cognition inattentive. Ça pourrait pas être une cognition qui réalise son objet. Waouh, bravo, bravo! Ok, donc là, on va essayer de voir ensuite justement le passage qui suit dans la page 57. C'est pourquoi le premier moment d'une perception directe est une cognition valide directe. Il est à la fois nouveau et infaillible. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que le premier moment d'une perception directe est nécessairement une cognition valide? Mais c'est au premier moment, normalement, que ça se fait. Oui, tout à fait. Exactement. Une cognition valide, c'est nécessairement le premier moment, ouais. Mais si c'est le premier moment, est-ce que c'est nécessairement une cognition valide? Donc ça veut dire qu'en effet, comme on l'a dit, la définition d'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Donc ça doit être le premier moment. Donc si c'est une cognition valide, c'est nécessairement le premier moment. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce que si c'est le premier moment, c'est nécessairement une cognition valide? Il faut que ce soit infaillible. Oui, il faut que ça réalise son objet, exactement. C'est-à-dire que le premier moment d'une cognition inattentive, est-ce qu'il est infaillible? Ah ben non. Non, exactement. Non. Exactement, bravo. Donc c'est pourquoi on peut débattre avec Elisabeth Napper et dire le premier moment d'une perception directe n'est pas nécessairement une cognition valide directe, ça peut être une cognition inattentive. Ouais. Par exemple, vous parlez avec des amis, etc., et vous avez le premier moment de perception directe visuelle qui appréhende une maison, par exemple. Ce premier moment est inattentif parce que votre conscience est totalement absorbée dans la discussion. Ouais. Donc ce n'est pas parce que c'est une perception directe et que c'est le premier moment de cette perception directe que c'est nécessairement une cognition valide directe. En effet, ça peut être une cognition inattentive. Donc il faudrait dire, pour être plus clair, en fait, c'est pourquoi le premier moment d'une perception directe qui réalise son objet est une cognition valide directe, en effet. Parce que si elle réalise son objet, elle ne peut nécessairement pas être inattentive. Ouais. Une cognition inattentive ne réalise pas son objet. Wow, bravo! Donc ensuite, il y a le sanskrit pratyaksha pramana et ngonsuntsema. Ok, donc une cognition valide directe. Exactement. Très bien. Donc il est à la fois ce moment nouveau et infaillible, ouais, s'il réalise son objet.
Très bien. Les moments ultérieurs du même continuum, ceux-là même qui connaissent le même objet sans avoir été interrompus par une cognition appréhendant un objet différent, donc ça veut dire que ça doit être dans le même train de perception, ouais, sont toujours des cognitions directes, mais n'étant plus des cognitions premières, donc valides, elles sont dites cognitions subséquentes. Voilà, ça on l'a déjà vu, ouais, ça veut dire que la conscience réalise toujours son objet, mais plus par son propre pouvoir. Elle réalise son objet par le pouvoir de la cognition valide antécédente. Ouais. Donc, de la même façon, le premier moment d'une cognition inférentielle est une cognition inférentielle avérée. Là, c'est sûr, si c'est une cognition inférentielle, elle doit réaliser son objet. Elle ne peut pas être inattentive. Ouais, dans ce cas-là, ça joue. Dans ce cas-là, on ne peut pas débattre. Donc, de la même façon, le premier moment d'une cognition inférentielle est une cognition inférentielle valide, anumana pramana, en effet, jepaksema en tibétain, tandis que les moments suivants du même continuum sont des cognitions inférentielles subséquentes. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sauf pour Yonzin Purbuchok, ouais, pour le tuteur des grands 12e et 13e Dalai Lama, le grand et noble Yonzin Purbuchok, c'est impossible. Pour lui, si c'est une cognition inférentielle, c'est nécessairement une cognition inférentielle valide. Ouais. C'est-à-dire que les moments subséquents ne seront plus appelés des cognitions inférentielles. Ouais. Ce sera des cognitions subséquentes conceptuelles. Ouais, ça vous parle? Oui. Bravo, waouh, c'est magnifique. Alors là, vous êtes déjà des experts en épistémologie bouddhiste, c'est magnifique. C'est magnifique. Très bien, très bien. Ok. Donc, je n'ai pas besoin de lire la note parce qu'on l'a déjà vu. On a déjà vu ce que ça veut dire, cognition inférentielle chez Yonzin Purbuchok. Ok. Donc, dans la division septuple, seuls les premiers moments de perception directe et de cognition inférentielle sont des cognitions avérées, sont des cognitions valides. Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire, pas nécessairement pour les perceptions directes. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les premiers moments de perception directe ne sont pas nécessairement valides, ne réalisent pas nécessairement leurs objets. Ouais, parce que les perceptions directes se divisent toujours en trois. Perceptions directes qui sont des cognitions valides, perceptions directes qui sont des cognitions subséquentes, et perceptions directes qui sont inattentives. Ouais, elles sont divisées en trois, sauf les yogiques. Les yogiques, elles sont jamais inattentives. Ouais. Mais sinon, les trois autres types de perceptions directes sont soit des cognitions valides, soit des cognitions subséquentes, soit des cognitions inattentives. Donc ici, si c'est une perception directe, elle ne réalise pas nécessairement son objet. Ouais. Donc le premier moment d'une perception directe n'est pas nécessairement une cognition valide, en effet. Mais ça, c'est pas très grave, c'est juste le même débat qu'on vient d'avoir. Ok. Les moments suivants, ainsi que toutes les instances, ici il y a marqué tous les cas d'instanciation, mais ça, en anglais c'est plus simple, c'est toutes les instances des 5 autres genres de conscience, donc cognition subséquente, supposition correcte, conscience inattentive, doute et cognition fausse, sont des cognitions non valides. Ouais. Ça veut dire que ici, la division septuple, vous la connaissez par cœur. La division septuple. La division septuple à 9 h du matin le vendredi. Les perceptions directes, Oui. les cognitions inférentielles, Inférentiel. cognitions Subséquentes. inattentives, Oui, subséquente, attentive. subséquentes, d'accord. Supposition correcte Supposition correcte, doute, très bien. et cognition Et fausse. fausse. Voilà, bravo, tout ça de tête. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, ça serait trop beau. Exactement. Et donc, en effet, parmi ces 7, seules les 3 premières réalisent leurs objets. Ouais. Enfin, peuvent réaliser leurs objets, pardon. Seules les 3 premières peuvent réaliser leurs objets. Ça veut dire qu'une perception directe peut réaliser son objet. Pas nécessairement si elle est inattentive, par contre. Ouais. Ensuite, une cognition valide inférentielle ou une cognition inférentielle doit réaliser son objet. Ouais. Et une cognition subséquente, c'est dans sa définition. C'est cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc, elle doit réaliser son objet. Très bien. OK. Très bien. Et donc, ici, ce que dit le texte, donc ça veut dire, donc dans la division septuple, seuls les premiers moments de la perception directe qui réalise son objet et de la cognition inférentielle sont des cognitions avérées, des cognitions valides. OK. Et donc, ça veut dire que tout ce qui suit parmi la division septuple, c'est nécessairement pas des cognitions valides. Ouais, ça veut dire que parmi la division septuple, de toute façon, il n'y a toujours que 2 cognitions valides.
Ouais, c'est ce que dit Achala Dharmakirti. Shedjani Chiltsemani. C'est parce qu'il y a deux objets de compréhension qu'il y a deux types de cognition valide. Cognition valide directe et cognition valide inférentielle. Donc ça veut dire que toutes les autres, dans la division septuple, sont nécessairement pas des cognitions valides. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne réaliseraient pas leur objet. Par exemple, qu'est-ce qui fait partie de la division septuple qui n'est pas une cognition valide mais qui réalise son objet? Subséquente. Voilà, bravo, exactement, c'est super. C'est super, bravo, bravo, c'est magnifique. Ok. Et donc ici, en effet, il y a le sanskrit et le tibétain pour les cognitions non avérées, c'est parfait. Donc cette division en cognitions valides et non valides est exhaustive, puisque n'importe quelle cognition est soit l'une, soit l'autre. Mais ça pose question. Par exemple, est-ce que votre conscience est une cognition valide ou une cognition non valide? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et comme dans Le Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend des fois. La plupart du temps, on va dire non. Exactement. Donc ça pose question parce que votre conscience, est-ce que c'est une cognition? Oui. Mais on a dit si c'est une cognition, c'est nécessairement soit une cognition valide, soit une cognition non valide. Si on dit la cognition en général, la conscience en général, eh ben, c'est difficile de la poser dans une case. Ouais. Et donc c'est ce que dit la note 1 de la page 58. À ceci près que pour cette division et pour toutes celles qui sont exhaustives, une exception doit être faite pour la catégorie générale, qui n'est ni l'une ni l'autre. Ouais, je crois que c'est au féminin, parce que cognition avérée ou cognition valide et cognition non valide, c'est au féminin, qui n'est ni l'une ni l'autre. Si par exemple n'importe quelle cognition est soit valide, soit non valide, la cognition elle-même en général n'est ni l'une ni l'autre. Ouais. Si n'importe quelle cognition valide est soit directe, soit inférentielle, la cognition valide en général n'est ni l'une ni l'autre. Ouais. Les Tibétains identifient cette catégorie générale comme l'auto-isola. Ils ont mis auto-opposé, mais on le traduit par l'auto-isola, ouais, l'isola conceptuel. Ouais. Ou l'isola général. Ouais. L'isola général et l'auto-isola sont équivalents, ouais, en philosophie. Ok, ça veut dire qu'on isole cognition valide de tout le reste. Ouais. Et donc, on isole même cognition valide de cognition valide directe et cognition valide inférentielle. Ouais, donc, on isole cognition valide de ces deux caractéristiques possibles. Et donc, vu qu'on l'isole, c'est l'isola général, c'est l'isola conceptuel. Ouais, et donc cet isola, donc cette cognition valide en général, est-ce que c'est une cognition valide directe ou une cognition valide inférentielle? Bah, ni l'une ni l'autre. Oui. Donc ça veut dire que, est-ce que cognition valide directe et cognition valide inférentielle est une division exhaustive de toutes les cognitions? Je dirais non. Donc, ils se sont tous trompés. Donc, on pourrait dire en effet qu'il y a cette exception-là. Donc, c'est pas exhaustif, c'est pas exhaustif avec un E majuscule. On pourrait dire. Il y a cette exception très spécifique. Ouais. Mais ça existe partout. Par exemple, on dit en philosophie que si c'est une forme, c'est soit une forme externe, soit une forme interne. Mais qu'en est-il de la forme? Est-ce que la forme elle-même, c'est une forme externe ou une forme interne? Oui, c'est génial. C'est général, c'est pareil, ouais. Donc ça pose toujours question, cette question de l'isolat général. Ok, donc il y a parfois des façons de le formuler. Je crois que c'est Venerable Geshe Jakpala, quand il a enseigné sur le Lorik il n'y a pas longtemps, au Sankala Chakra, il a dit qu'il faut le formuler d'une certaine manière. C'est-à-dire que si c'est une cognition, ça doit être soit... ouais, il l'a formulé d'une certaine manière. Ok. Ouais, mais le problème, c'est que cognition en général, c'est une cognition. Ouais. Ok, donc il y a une façon de le formuler en tibétain peut-être qui permet d'être une porte de sortie, mais j'arrive pas à retrouver cette formulation. Si c'est une cognition, ça doit être nécessairement l'une ou l'autre. Ouais, faut voir. Ok, très bien. Parce qu'en débat, c'est très difficile à soutenir dans ce cas-là. Ok, mais ça c'est juste un petit détail. Donc cette division en cognition valide et non valide est exhaustive en général, puisque n'importe quelle cognition est soit l'une soit l'autre. Ok, très bien. Donc
quand on dit, voilà, il faut que ce soit une cognition spécifique. N'importe quelle cognition spécifique doit être l'une ou l'autre. C'est-à-dire que cognition en général n'est pas une cognition spécifique, c'est une cognition en général. Ok, c'est peut-être une façon de sortir du débat. Très bien, en procédant à une limitation des genres de cognition valides en deux possibilités, une démarcation des vues bouddhiques et non bouddhiques est établie, puisque ces dernières, donc les non bouddhiques, peuvent inclure d'autres sources de cognition valides, telles que les Védas, etc. La position bouddhique est que deux genres de cognition valides sont suffisants et exhaustifs. Ouais, ça veut dire que même dans le Prasangika, pour le Prasangika d'Acharya Chandrakirti, on peut trouver 4 types de cognition valide. La cognition valide par le témoignage qui fait autorité, la cognition valide par l'exemple, etc. Mais ces deux-là, on peut les inclure dans la cognition valide inférentielle. Et donc, dans ce cas-là, il nous reste de toute façon cognition valide directe et cognition valide conceptuelle ou inférentielle. De toute façon. Ouais. Donc après, il y a peut-être des subdivisions, c'est tout à fait possible. Exactement comme il y a des subdivisions de la cognition valide directe. Ouais. Il y en a qui sont sensorielles, il y en a qui sont mentales, il y en a qui sont yogiques, etc. Ouais. Ok, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Ouais, très bien. Maintenant, une autre division bipartite, c'est la division entre les cognitions conceptuelles et les cognitions non conceptuelles. Ouais. On pourrait voir aussi que par la suite, il y aura les cognitions qui s'engagent par exclusion et les cognitions qui s'engagent positivement, de manière collective. À la page 60, on verra que c'est deux façons différentes de formuler la même chose. Ouais, ça veut dire que on a tous des cognitions conceptuelles et des cognitions non conceptuelles. Donc c'est pourquoi cette autre division est exhaustive. Ouais. Cette autre division exhaustive de la conscience, donc de logique, indique comment, soit directement, soit au moyen d'une image mentale, une cognition accède à son objet. Elle n'implique aucune référence à ce qui est correct ou nouveau, puisque chacune comprend des cognitions justes ou fausses, ainsi que des cognitions valides ou non. Ça veut dire que si c'est une cognition conceptuelle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 possibilités à chaque fois. Conscience conceptuelle et cognition valide, il y a 4 possibilités. C'est ça que ça veut dire. Ouais. On peut dire cognition conceptuelle et cognition fausse, il y a 4 possibilités aussi. Ouais. Oui. Ok. Donc par exemple, ok, on va essayer de fouiller le truc. Il y a 4 possibilités entre conscience conceptuelle et cognition valide. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? On Vous va êtes dire sûr? oui. Vous êtes sûr? Ok, donc ça veut dire que vous pouvez donner l'illustration de ce qui était à la fois une conscience conceptuelle et une cognition valide? Tu avais dit conscience sensorielle, non? Une quoi? Tu n'avais pas dit conscience sensorielle et conscience Non, valide? les conceptuels. Ah, alors on pourrait aussi débattre avec sensoriel. Ok. Ok, mais si on parle de conceptuel, une conscience conceptuelle d'un côté sur le ring et cognition valide de l'autre, il y a combien de possibilités? On a dit 4. 4. 4. Très bien. Donc il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est les deux, à la fois une conscience conceptuelle et une cognition valide? Cognition inférentielle. Oui, une cognition inférentielle. C'est une cognition valide pour Et conceptuelle. voilà, pour Yonzin Pulbuchok, elle est nécessairement valide, mais ici pour notre texte, pas nécessairement. Donc il faudrait dire une cognition inférentielle valide pour notre texte ici. Oui. Et donc en effet, elle est nécessairement conceptuelle. Oui, ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des cognitions valides qui ne sont pas conceptuelles? Perception directe. Oui, une perception directe valide. C'est une cognition valide, mais ce n'est pas une conscience conceptuelle. Maintenant, une conscience conceptuelle qui n'est pas une cognition valide? Subséquente. Oui, subséquente. Oui, exactement, une subséquente conceptuelle, un souvenir par exemple, c'est en effet une cognition conceptuelle, une conscience conceptuelle, mais elle n'est pas valide, elle ne réalise plus nouvellement son objet. Et parmi les types de cognitions, lesquelles ne sont... Est-ce qu'il y a une illustration de ce qui n'est ni une cognition valide, ni une conscience conceptuelle? Oui, une perception directe qui se trompe. Une perception directe qui se trompe. Est-ce qu'une perception directe peut se tromper? On avait dit tout à l'heure, elle peut se tromper. Non, elle se trompe pas, pardon. Une conscience erronée? Une fausse? Oui, une cognition Conception fausse, fausse. une cognition fausse non conceptuelle.
Ouais, parce qu'on cherche une conscience qui n'est pas conceptuelle et une conscience qui n'est pas valide. Donc une cognition fausse non conceptuelle, bravo. Ouais, par exemple, bah La oui, corde et le serpent. la corde et le serpent, exactement, bravo. Donc il y a bien 4 possibilités entre conscience conceptuelle et cognition valide, ouais. C'est magnifique, bravo, ouh là là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, est-ce qu'elle est juste ou fausse? Ok, par exemple, cognition fausse, ça va être un peu similaire, mais c'est une autre façon de triturer le truc. Donc, la conscience conceptuelle et la cognition fausse, combien de possibilités? Pareil. Pareil, 4. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Sûr et certain? Oui. Ok, très bien, 4 possibilités. Donc ça veut dire qu'on peut donner l'illustration de ce qui était à la fois une conscience conceptuelle et une cognition fausse. Oui. Par exemple, Par exemple. Dire que le son est permanent. oui, donc une conscience conceptuelle qui appréhende le son comme étant permanent. Oui, on pourrait dire, par exemple, l'ignorance fondamentale, la vue du soi, ouais, la conception fausse du soi. En effet, c'est une conception fausse et c'est une conscience conceptuelle. Ouais, très bien. Maintenant, une conscience conceptuelle qui n'est pas une cognition fausse. Inférentiel. Inférentiel, il y aurait que l'inférentiel? Bah, il y aurait aussi. Cognition valide, cognition nouvelle et infaillible. Oui, ok, mais il faut qu'elle soit, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut qu'elle soit conceptuelle, ouais. Ok. Donc, est-ce que, en effet, nécessairement, est-ce que ça doit nécessairement être une cognition valide? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres illustrations possibles d'une conscience conceptuelle qui n'est pas une cognition fausse? Cognition valide, directe, cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible. Alors là, on cherche une conscience conceptuelle, ouais, une conscience conceptuelle, ouais, qui n'est pas une cognition fausse. Est-ce qu'une cognition valide directe est conceptuelle ou pas? Une cognition valide directe, Non, est-ce qu'elle est conceptuelle ou pas? non, elle est non conceptuelle. Elle est non conceptuelle, oui, exactement. Et là, on cherche une conscience conceptuelle. Alors, ce serait vrai hein, si on faisait la différence entre cognition valide et cognition fausse, oui. Mais là, si on cherche une conscience conceptuelle qui n'est pas une cognition fausse, est-ce qu'il y aurait que la cognition valide? Après, je ne sais pas, la forme, une image mentale, un hologramme mental. Ok. Moi, j'ai oublié ce qu'on comparait. Je suis désolée. Science conceptuelle et Cognition conceptuelle. Oui. Et la cognition qui permet de... Tu me demandes l'heure et je le dis au pif, en fait, et je ne me trompe pas. Donc là, il y a une possibilité de me tromper. Et c'est conceptuel. Oui, exactement. Ça veut dire qu'une conscience conceptuelle qui n'est pas nécessairement une cognition fausse, ce serait une conscience conceptuelle qui est factuellement concordante, qui est en accord avec la réalité. Par exemple, la supposition correcte. La supposition correcte, on pense qu'il est 4 heures, mais il n'est pas nécessairement 4 heures. Ouais. En fait, normalement, il devrait être 4 heures, si c'est une supposition correcte. Ouais. Parce qu'elle réalise son Voilà. objet. En fait, elle ne réalise pas son objet. Elle est faillible au regard de la détermination de son objet. Elle ne réalise pas son objet, mais elle n'est pas totalement à côté de la plaque. C'est ça qui est intéressant pour la supposition correcte. Valide. Par exemple, quelqu'un qui supposerait qu'il n'y a pas de soi autosuffisant substantiel, ou quelqu'un qui supposerait que tout ce qui est produit est impermanent. Ouais. Cette personne ne réalise pas l'impermanence, ni de manière inférentielle, ni de manière directe, mais ce n'est pas parce qu'elle ne réalise pas son objet qu'elle est totalement à côté de la plaque. Ouais. Elle est en accord avec la réalité malgré tout. Ouais, donc la supposition correcte, ça en fait partie. La supposition correcte, c'est une conscience conceptuelle nécessairement. Ce n'est pas une cognition fausse, mais elle est en accord avec la réalité. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que justement, si on a une conscience conceptuelle qui est en accord avec la réalité, elle n'est nécessairement pas une cognition fausse. Ouais. Parce qu'une cognition fausse, elle s'engage de manière à rebrousse-poil vis-à-vis de la réalité. Ouais. Une cognition fausse s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de la réalité. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ok, donc ça veut dire qu'on a dit, il y a conscience conceptuelle qui est une cognition fausse. Donc on a dit c'est l'ignorance fondamentale, par exemple. Maintenant, une conscience conceptuelle qui n'est pas une cognition fausse, par exemple, la supposition correcte. On pourrait dire aussi, par exemple, le doute qui tend vers le factuel. Oui. Ouais. Là, c'est pareil. Ouais. Ou une conscience, un souvenir
Un souvenir, c'est une cognition subséquente, donc qui réalise son objet. Elle n'est nécessairement pas une cognition fausse, et elle est nécessairement conceptuelle. Ouais. Waouh, bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant une cognition fausse qui n'est pas une conscience conceptuelle? Ah bah alors, là, on va aller dans les Mirage. perceptions. Le mirage, exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Est-ce que la conscience visuelle qui voit un mirage est une perception directe? Oui, oui, oui. Ah, donc elle est non erronée. Bon, on en revient comme au début. Ok, donc en effet, la conscience non conceptuelle qui est une cognition fausse, une cognition fausse non conceptuelle, c'est par exemple voir un mirage, en effet. Et donc cette conscience non conceptuelle fausse, on ne peut pas l'appeler perception directe, ouais, parce qu'une perception directe est nécessairement non erronée, alors que celle-ci est nécessairement erronée. Ouais, ok, on peut l'appeler cognition fausse non conceptuelle. Dans ce cas-là, ça joue. Ok, donc on a trouvé ce qui est les deux. Ce qui est les deux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on compare? Je veux faire le Une film. cognition fausse. Les cognitions. Oui, Fausse et non conceptuelle, non? Oui. Je sais plus. donc là on Le compare. mirage, non, qui est pas conceptuel, justement. Voilà, exactement. Donc là, on a trouvé ce qui est une cognition fausse et qui n'est pas une conscience conceptuelle. Donc on est en train de comparer cognition fausse et conscience conceptuelle en général. Ouais. On a trouvé ce qui est les deux, ce qui est conceptuel mais pas une cognition fausse. Maintenant, ce qui est une cognition fausse mais pas conceptuelle. Et maintenant, parmi les cognitions, lesquelles ne sont ni des cognitions fausses ni des consciences conceptuelles? Yogique, Perception directe. Une perception directe? Sensorielle? Sensorielle, exactement. Ça veut dire que ouais. Oui, une perception directe sensorielle n'est nécessairement pas une cognition fausse, vous êtes d'accord? Mhm. Parce qu'elle est non erronée. Ouais, une cognition fausse est nécessairement erronée. Ok, donc une perception directe sensorielle est nécessairement pas une cognition fausse. Et elle n'est nécessairement pas conceptuelle, vous êtes d'accord? Puisqu'elle est libre de conceptualisation. Waouh, bravo, donc on a bien quatre possibilités entre quoi et quoi? J'ai oublié. Conscience conceptuelle et cognition fausse. Oui, bravo. Oui, Sabine. J'ai une question. Dans les consciences sensorielles, le premier moment, par exemple, je regarde une fleur. Si je regarde sans arrêt cette fleur, c'est toujours le premier moment ou, enfin, normalement, non. Il y a toujours un Normalement, non. deuxième moment. Donc, tout de Oui. suite, je bascule dans la subséquente alors. Oui, on pourrait dire que la durée d'un premier moment, c'est un petit peu comme ce fameux sketch de Fernand Reynaud il y a quelques siècles en arrière. Enfin, Et depuis du bon an. oui, exactement. Ça dure combien de temps? Un certain temps. C'est pas très précis tout ça. Oui, et ça ne nous rajeunit pas. Et en effet, c'est pas très précis. Et donc, même dans les textes, c'est pas très précis parce que je crois que c'est Gail Sabje qui dit ça ou Lama Tsongkhapa qui dit que le premier moment, c'est un moment suffisant pour que pour l'établissement de son objet. Oui, oui, C'est on peut. c'est la durée minimale et suffisante pour l'établissement de son objet. Ça veut dire que si on devait mesurer avec la science actuelle par rapport au cerveau, je crois qu'il faut quelque chose de euh, moins bref qu'un vingtième de seconde, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est un vingtième de seconde ou quelque chose comme ça qui est le seuil de la cognition inattentive. Ouais, il faudrait vérifier, hein, ça se trouve, je dis une bêtise, mais il faudrait vérifier avec les neurosciences. C'est quel- précis. Donc c'est précis. ouais, c'est assez précis par rapport au cerveau, jusqu'où le cerveau est capable d'enregistrer ou pas. Ouais, donc après, ça dépend peut-être hein, si on est bien réveillé, pas bien réveillé. Ça dépend peut-être des situations. c'est sûr. Mais il y a en effet normalement un seuil euh, au-delà duquel le cerveau est de toute façon incapable d'enregistrer les choses. Ouais. Donc il faudrait vérifier au-delà de ce seuil-là. Après, ce n'est plus un instant suffisant pour établir l'objet, pour avoir une cognition valide, par exemple. Ouais. Donc normalement, c'est défini dans les textes comme étant un moment, une durée minimale et suffisante pour que son objet soit établi. Et une fois qu'il est établi, c'est le second moment qui arrive après. Ouais. On peut dire par exemple le premier moment de l'arbre.
le premier moment de l'arbre, ça dure quand même un certain temps parce qu'il faut d'abord la graine, la pousse, l'arbuste, etc. Et le premier moment de l'arbre. Ça veut dire que le premier moment de l'arbre, eh ben, ça nécessite quand même un certain temps pour qu'il soit produit et qu'il soit établi. Et après, mais après, où le mesurer, là, ça pose question. Arbuste. Ouais, exactement. Parce que certains vont dire bah, c'est une journée, d'autres vont dire le premier moment de l'arbre, bah, c'est un peu moins que ça, c'est une minute, etc. Donc c'est assez difficile, ouais. Mais après, on peut en effet se dire que dès l'instant où on a établi la cognition valide, par exemple, on certifie un arbre, paf, tout de suite après, on passe au deuxième moment. Ouais, ok, très bien. Excellent, excellent. Donc, on a vu 4 possibilités entre cognition fausse et cognition conscience conceptuelle. Ok, très bien. Maintenant, il y a les cognitions erronées et les cognitions non erronées. Donc, ça veut dire quoi une cognition erronée, une conscience erronée? Qui se trompe à l'égard de son objet. Préhension. Oui, son objet d'appréhension, son objet apparent, son objet apparaissant, etc. Ouais, très bien. Ok. Donc, c'est assez similaire aux consciences conceptuelles, mais pas totalement. Ouais, parce que n'importe quelle conscience conceptuelle est nécessairement erronée, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais, parce que son objet apparent, c'est quoi? C'est une généralité de sens. Ouais. Et la définition d'une généralité de sens de table, par exemple, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Et donc, il y a une distorsion qui est là. Ça apparaît comme étant une table, mais ce n'est pas une table. Donc, dès l'instant où il y a une distorsion au regard de l'être et du paraître, il y a nécessairement quelque chose d'erroné. Ouais, il y a une distorsion. Ouais, c'est comme le visage dans le miroir. Ouais. Le reflet dans le miroir donne l'impression d'être un visage, mais n'est pas un visage. Ouais. Ok. Ou le mirage donne l'impression d'être une flaque d'eau, mais n'est pas une flaque d'eau, etc., etc. Ouais. Ok. Donc une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Mais si c'est une conscience erronée, est-ce que c'est nécessairement une conscience conceptuelle? Non. Non. Non? Vous êtes sûr? Par exemple, qu'est-ce qui serait une Attends, conscience? 20 minutes, moi j'ai le cerveau qui s'embrouille. Qu'est-ce qui serait une conscience erronée, mais pas une conscience conceptuelle? Eh ben, on a dit une hallucination. Oui, exactement. Une hallucination, par exemple, on voit un mirage. Donc c'est une cognition fausse non conceptuelle. Elle est erronée. Ouais. Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement, son objet apparent, elle est complètement à côté de la plaque, cette cognition non conceptuelle fausse. Ouais, si elle est fausse, elle est nécessairement erronée. Ouais, ok. Donc ça veut dire que là, entre conscience erronée et cognition fausse, non, pardon, entre cognition conceptuelle et cognition erronée, il y a 3 possibilités. Il n'y a plus 4 possibilités comme avant, ouais, comme précédemment. Là, ça veut dire que si c'est une conscience conceptuelle, c'est nécessairement une conscience erronée. Mais si c'est une conscience erronée, c'est pas nécessairement une conscience conceptuelle. Ouais, par exemple, quand on voit un mirage. Ouais. Et il y a ce qui est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok, bravo, bravo, c'est magnifique, il nous reste 5 minutes. Oh là là. Ok. On a le Une cerveau diffé- qui fume, là. Ben, c'est cool parce qu'on aura bien avancé par rapport à cette introduction générale. C'est super, ouais. Une différence est établie dans cette division selon que la cognition est correcte ou non quant à l'objet qui lui apparaît. Ouais, l'objet apparent ou l'objet appréhendé. Ouais, moi, je dis objet apparent, mais c'est pas très grave. Relativement à son objet d'engagement. Donc, quand on fait la différence entre l'objet d'engagement et l'objet apparent, ça, on les avait vus au cours d'une session précédente. On avait vu que l'objet d'engagement et l'objet apparent, c'est quand même différent. La définition de Kedubje donne oui, la définition de l'objet d'engagement d'une cognition valide. Ouais. On l'avait vu précédemment, on avait vu Tseme Yongche, oui, Tseme no Suche pa Jitawashin de Nepeche. Oui, c'est un phénomène qui demeure tel qu'il est parfaitement réalisé par la cognition valide. Ouais, ça veut dire que ça doit nécessairement être un objet de compréhension. L'objet d'engagement, c'est l'objet de compréhension, l'objet certifié par la cognition. Mais ça pourrait poser question. Ouais, parce que on verra certainement dans les cognitions inattentives qu'il y a une définition d'une cognition inattentive qui est une base commune entre l'apparence claire de son objet d'engagement, un impermanent, mais qui est incapable de certifier son objet d'engagement,
Un phénomène impermanent, ouais, un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc dans ce cas-là, l'objet d'engagement n'est pas compris. L'objet d'engagement n'est pas certifié. Donc dans ce cas-là, objet d'engagement et objet de compréhension ne sont pas équivalents. Dans le Pour ça, cas c'est pas mal conçu. oui, oui, alors pour la cognition inattentive, il n'y a pas d'objet conçu. Ouais, parce qu'elle est nécessairement non conceptuelle. Ouais, parce que c'est la claire apparence de son objet d'engagement. Ouais. Mais le problème, c'est que même si elle a la claire apparence de son objet d'engagement, elle ne réalise pas son objet d'engagement. Donc, elle ne comprend pas son objet d'engagement. Donc, dans ce cas-là, objet d'engagement et objet de compréhension ne sont pas équivalents dans le cas d'une cognition inattentive. Mais dans d'autres cas, oui. Ouais, l'objet d'engagement, c'est l'objet de compréhension. C'est l'objet vers lequel s'engage la conscience, vers l'objet que comprend notre conscience, que certifie notre conscience, sauf dans le cas de l'inattentive, bien sûr. Ok, mais l'objet apparent, en effet, on avait vu que la définition donnée par Gewa Genjunjuk, le premier Dalai Lama, c'était Chede, un lansang gone Ripar Jawa. Ouais, c'est ce qui est connu au moyen de la simple apparence par ce phénomène ou de ce phénomène. Ouais. Donc la simple apparence. Ouais. Donc c'est plus simplement ce qui est compris, c'est ce qui apparaît directement, c'est ce qui est l'objet appréhendé, l'objet d'appréhension, l'objet apparent, etc., etc. Ouais, ok. Très bien, très bien. Et donc, c'est en effet pour les consciences conceptuelles en particulier qu'on fait cette distinction très forte entre l'objet d'engagement ou l'objet conçu et l'objet apparent. Par contre, pour les perceptions directes, c'est un petit peu plus flou, on avait vu. Ok. Et donc, on a le temps justement de finir ce passage-là de la page 59 qui dit ainsi, la catégorie de la cognition non erronée ne comprend que les seules cognitions non conceptuelles correctes, à savoir les perceptions directes. Ouais, parce que la définition d'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, exactement. Toutes les cognitions conceptuelles sont incluses dans la catégorie des cognitions erronées, comme on l'a vu, puisque l'image de l'objet appréhendé leur apparaît comme étant l'objet lui-même. Ouais, ça, c'est la définition d'une généralité de sens. Très bien. Une cognition conceptuelle fausse, telle que celle qui conçoit le son, en sanskrit c'est shabda, c'est pas shabda, c'est shabda, c'est pas très grave, comme permanent. D'ailleurs, la parenthèse ici a été rajoutée par le traducteur francophone, c'est pas dans l'anglais, dans le texte anglais, donc c'est pas grave. Une cognition conceptuelle fausse, telle que celle qui conçoit le son comme permanent, tout autant qu'une cognition conceptuelle correcte, comme celle qui conçoit l'opposé, donc comme le son comme étant impermanent, sont erronées quant à leur objet apparent. Ouais, et tombent donc dans la catégorie des cognitions erronées. Ça veut dire que qu'on ait une cognition conceptuelle qui réalise son objet, ou qui soit simplement factuellement concordante, ou même qui soit totalement à côté de la plaque, elle est de toute façon erronée. Ouais. C'est-à-dire qu'une cognition conceptuelle qui est complètement à côté de la plaque, elle est doublement erronée. Elle se trompe carrément à l'égard de son objet d'engagement. Ouais, exactement. Elle se trompe à l'égard de l'objet apparent et à l'égard de l'objet conçu. Une conscience conceptuelle qui est factuellement concordante, comme la supposition correcte, elle reste erronée puisqu'elle est conceptuelle. Et une cognition valide inférentielle, elle réalise son objet, mais elle reste erronée. Ouais, parce que c'est une cognition conceptuelle. Ouais. Waouh! Et donc là, le dernier passage, ici, l'objet apparent et l'objet d'engagement d'une cognition non conceptuelle sont une même chose, donc pas toujours. Pas toujours comme on l'a vu, il faut circonscrire l'objet. Si on dit la table qui est l'objet apparent et la table qui est l'objet d'engagement, dans ce cas-là, oui, elles sont équivalentes. Ouais. Mais en général, l'objet apparent et l'objet d'engagement d'une conscience non conceptuelle ne sont pas nécessairement la même chose. Comme on l'a vu, l'objet apparent, il y a l'impermanence de la table aussi. Ouais. Il y a la table, sa production, son impermanence, tout ça fait partie de l'objet apparent. Mais que réalise notre conscience visuelle? Que la table. Ou que réalise notre conscience visuelle? La couleur de la table, le contour de la table, etc. etc. Ouais. Ok, très bien. Et donc, en effet, comme dans ces cas précis où l'objet apparent et l'objet d'engagement d'une conscience non conceptuelle sont à peu près similaires, on pourrait dire, de cette façon, dès qu'une telle cognition est erronée quant à son objet d'engagement, elle l'est nécessairement quant à son objet apparent, ce qui en fait une cognition à la fois erronée et fausse. Ouais, tout simplement, ça veut dire qu'on peut le reformuler comme ça, si on a une conscience non conceptuelle, si elle se trompe à l'égard de son objet apparent, elle est erronée. Et donc, elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement, et donc elle est fausse. Ouais, ça veut dire une conscience non conceptuelle erronée est nécessairement fausse. Ouais. Donc ça, on y reviendra
Après les vacances, oh là là, bravo, vous avez été fantastique comme d'habitude. C'est impressionnant, impressionnant. Franchement, c'est Les incroyable. 21 minutes. Et donc, merci Et beaucoup. et pour la cuillère qui se transforme en, oui, la en poignée. cuillère. Oh là là, on n'a pas répondu à la cuillère. Ah, la cuillère. Alors, ça dépend pour les Sautrantika, pour les Prasangika. Comme ça, tu as le choix de prendre ta carte de club de Sautrantika, Chittamatra, Prasangika. Pour les Sautrantika, normalement, si ça a la fonction d'une cuillère, ça doit être une cuillère. Si ça n'a pas la fonction d'une cuillère, ça ne peut pas être une cuillère parce que la fonction, donc les caractéristiques définissantes de l'objet et l'objet caractérisé ont une relation inhérente pour les Sautrantika. Donc, Alors, c'est pour autre les- chose. Il n'y a que la forme qui change, quoi, en fait. En fait, Non, la forme change presque parce que la petite cuillère qui sert de poignée, elle a des trous en plus pour les vis. Non, mais au niveau des atomes, et c'est les mêmes atomes, les atomes ne changent pas. Oui. En fait, ils changent parce qu'ils sont impermanents, mais leur agglomération ne change pas vraiment. Elle ne se modifie pas à l'extrême, à part les trous pour les vis. Mais en effet, pour les Sautrantika, ils diront ça ne peut pas nécessairement être des petites cuillères parce qu'elles n'ont plus la fonction de petites cuillères. Pour les Prasangika, ils vont dire ça dépend de l'objet qu'ils apprennent, ça dépend de votre perspective. Si ça dépend du sujet, ça n'a pas d'existence purement objective. C'est ce que vont dire les Prasangika, ouais. Ok. D'accord, merci. Bravo! Et donc à ce soir pour les débats pour ceux qui peuvent et qui veulent. Et sinon, bonnes vacances et je vous tiendrai au courant, bien Merci, sûr, pour pareillement. les sessions du mois de septembre. Bonnes Au vacances, revoir. merci beaucoup. Bonnes Merci, vacances, au merci. revoir. Ciao, ciao.